c'est-à-dire de prendre ouvertement et en usant de la force une chose qui ne nous revient pas. Ainsi qu'il est dit, ne commets point de rapine. La tradition explique ce verset de la manière suivante. Le verbe hébraïque employé ici se retrouve dans un autre verset. Il arracha la lance de la main de l'Égyptien, à la lumière duquel il y a lieu de l'interpréter. Il s'agit d'un interdit juste apposé à un commandement positif, ce dernier étant énoncé en ces termes. Il restituera la chose ravie. Toutefois, même s'il détruit par son propre fait la possibilité d'accomplir la jonction positive, il n'est pas passible de la bastonnade, car personne ne peut être condamné à la fois à la peine des 40 coups et au paiement. Or, il s'agit ici d'un interdit dont la violation est sanctionnée par une obligation de paiement. Lorsqu'il a brûlé ou jeté à la mer la chose ravie par la force, il est tenu d'en rembourser la contre-valeur. Dans le cas où il a nié le brigandage sous la foi du serment, il doit ajouter un 5e en su et apporter une offrande délictive, ainsi que cela a été expliqué en son endroit, et que l'on peut lire dans Makot. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 9 et 10 de Baba Kama. Amen. Donc on continue avec 3 prakim. Alors, je voudrais juste rajouter à la charge des faux rabbins et faux fonctionnaires religieux qui ont le costume et qui n'ont pas la stature pour assumer la fonction. Je parle bien des gens de Perpignan qui sont en place depuis un certain temps, qui nous ont été, pour les plus récents, imposés par le grand rabbinat de France, hein, qu'on se comprenne bien, nous ici on parle pas créole, à la limite on parle catalan, quand on a fini de prier en hébreu. Donc, ces clowns n'ont rien trouvé de mieux, par l'intermédiaire de l'ex-grand rab de Nice, qui, soi-disant, gère une soi-disant, je le dis bien, une soi-disant synagogue. Un espace. Un espace, c'est même pas un espace de prière, c'est espace à mairie. Ils ont pris le nom d'un sage du XIIIe siècle de la région, se le sont appropriés pour créer un centre culturel supplémentaire, alors qu'on a déjà un derrière le moulin à vent, avec un mikvé qui est hors la loi, du moins lors de sa création et de son utilisation. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que l'on puisse remettre en règle ce genre de choses sans une certaine démarche administrative et quelques sanctions pécuniaires pour la communauté, pour que, justement, éviter que ces gens habillés de beaux costumes, sans contenu, n'aient à assumer leurs propres erreurs. Alors ces gens-là se sont quand même permis de refuser un don d'une personne musulmane qui a été de bon cœur, sans même me prévenir, parce qu'elle voulait faire un geste envers la communauté qui lui avait permis de me rencontrer pour que je puisse effectuer quelques prières à son égard ainsi qu'à ses siens. Donc, je trouve ça lamentable que l'on puisse, comment dire, juger de la foi ou de la sincérité d'autrui sans même les connaître, juste parce qu'ils sont habillés de sorte que leur succession religieuse soit apparente, sans être ostentatoire. Ce qui revient à dire que ces gens-là sont non seulement sectaires sur les gens
qu'ils accueillent, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a des gens de l'extérieur de la communauté qui ont voulu se présenter à cette fictive synagogue pour aller prier et qu'on leur a refusé l'entrée. Bah comme nous. Hein? Pas Clairement. Non mais là, en l'occurrence, on leur a refusé l'entrée. Clairement. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc, à bon entendeur, comprenez bien que ces gestes, comme celui d'agresser les gens, notamment moi, à une certaine époque, dans le cimetière, alors que je venais et que j'étais invité pour faire la prière pour les morts avec la communauté, n'est-ce pas, monsieur Halimi, se croyant si fort, entouré de ces sbires, copains d'école, copains de, comment dire, de malversation politique, juridique et autres. N'est-ce pas? Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a été trop laxisme sur les exactions de ceux qui sont censés nous représenter. Ils sont pas là pour prendre notre oseille et aller se la péter au restaurant, derrière notre dos, monter des business et nous laisser crever dans un coin, juste pour dire, voilà, on les a rangés là-bas, tant qu'ils font pas de bruit, on n'en a rien à faire. Eh ben désolé, cette action de refuser ce don, plus de refuser l'accès à la synagogue, plus de créer un espace culturel à la place de créer une synagogue telle que c'était dénommé, cela va se régler bientôt. Je vous l'assure. Donc, laissez tomber les costards, les mocassins, et allez plutôt vous mettre en survêt, commencez à faire des pompes, parce que vous allez en chier, messieurs de la haute, de la communauté perpignanaise, contre tous ceux qui les cautionnent, comme certains maires de ville, qui les affichent ouvertement, comme grands rabbins de tout le département jusqu'en Espagne, régional ou je ne sais quoi, alors que le mec il a été destitué de son rang de grand rabbin, et sachant que pour cette destitution, il faut avoir commis une erreur et une faute incommensurable, puisque c'est quelque chose qu'on hérite de famille en famille, du père au fils, au petit-fils, etc. C'est quelque chose qui se transmet, comme nos chers Cohen, à travers cet héritage, mais aussi à travers un héritage physique qui est marqué dans chaque cellule de notre corps, qui prouve notre identité aux yeux de l'univers. Donc, à ce titre, croyez-moi, Ben Soussan, Halimi et toute la clique, je dirais que ça, Gozal, etc. Vous allez me dire, oui, ils sont malades à la schizon, t'as pas honte, ça fait plus de 40 ans, qu'ils se servent et qu'ils ont engrainé et engrangé tout ce qu'on subit et ce qu'on a subi jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est inadmissible et ça ne passera pas. Il n'y aura aucune excuse pour la bonne et simple raison que mon père qui est mort dans mes bras, qui était un saint à côté de vous, bande de chiens, c'était un saint. Il a travaillé toute sa vie pour toute sa famille. Même le dimanche, il se levait, il se rasait, il allait travailler. T'en connais beaucoup des comme ça, toi? Depuis l'âge de 5 ans, en Tunisie, et quand il arrivait en France, etc. Bref. Vous avez honte de rien, quand même. Je suis pas là
envoyer des fleurs à ma famille ou quoi que ce soit. Mais, C'est des bossards, c'est des bossards. en attendant, ça n'a rien à voir l'éducation que nous ont donnée nos parents et que eux avaient reçu de leurs parents par rapport à l'éducation que vous distribuez à vos propres enfants pour salir l'identité du peuple juif. Et que vous en soyez conscient, pas conscient, que ça vous rapporte pécuniairement ou pas, que vous y trouvez à l'intérêt ou pas. Devant Hachem, je fais la promesse de moi-même vous amener l'addition le jour où il faudra. Merci de m'avoir écouté. On peut reprendre la lecture. Ouais, c'est magnifique. Alors, vous êtes bien collé à votre siège. On va démarrer. Parce que là, c'est sur le vol. Oui. Alors, 14 Eshvan, 5786, Sefer Nezikin, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu. Introduction, chapitre 1. On commence. Loi relative au vol, Gézel, et à l'objet perdu, Abéda. Elles comprennent 7 commandements, 2 commandements positifs et 5 commandements négatifs. 1. Ne pas voler. 2. Ne pas opprimer autrui en refusant son dû. 3. Ne pas convoiter les biens d'autrui. 4. Sur le 2, ne pas convoiter. Non, ne pas opprimer, c'est pire Ne pas opprimer. Ne pas opprimer, ça veut dire aussi ne pas priver spirituellement des accès qui lui reviennent. N'est-ce pas, messieurs les faux rabbins? Ah ouais, non, c'est grave quand même. Non, mais on comprend pourquoi vous voulez plus les lois, quoi. 4, allez, 4. Ah ouais, non, c'est grotesque. Alors, ne pas opprimer, on va répéter, allez, on va vous recommencer, puisqu'apparemment vous croyez que vous pouvez instrumentaliser, et vous moquer des gens, alors que notre état physique est dû à justement tout ce que vous avez fait, mais bon, ça apparemment... Bon, bref, on n'est pas là pour... Alors, on recommence. Alors, ne pas voler, ne pas opprimer autrui en refusant son dû. 3. Ne pas convoiter les biens d'autrui. Ça, apparemment, vous avez du mal. Hein. 4. Ne pas désirer les biens d'autrui. C'est alors tous les gens là qui viennent à l'appel réclamer ce qui ne vous revient pas. 5. Restituer l'objet volé. Ah oui, tous les gens qui se sont... Et ne pas aller donner des dons expiatoires à l'autre côté de la planète, soi-disant pour vous faire pardonner. Ouais. On n'est pas chez les catholiques. Ouais, Jean, on s'est trompé, on a confondu avec la lumière. Non, t'as volé, tu sais, c'est un compte Facebook. Non mais stop, c'est comme un compte bancaire. Les catholiques. Il n'y a pas parce que tu fais un don de 500 € là-bas au Brésil que ça va t'empêcher de recevoir la sanction parce que tu as dépouillé 50 personnes ici. Et quelles 50 personnes? Sans compter les gens que vous avez donné des groupes et que vous nous avez pas avertis, ni rien. Alors, restituer, donc 5, restituer l'objet volé. À la personne que tu as volé. Qu'on s'entende bien. 6, ne pas ignorer un objet perdu. 7, restituer l'objet perdu. L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici. Alors, quiconque vole par la force, la valeur d'une peruta, d'un autre, transgresse un interdit de la Torah, ainsi qu'il est dit. Lévitique 19, 13. Tu ne voleras pas. On ne reçoit pas la flagellation pour la transgression de cette interdiction, car l'Écriture a commué sa transgression en l'accomplissement d'un commandement positif. En effet, si l'on commet un vol, on est tenu de restituer l'objet volé. Comme il est dit, Ibid 5.23. Il restituera l'objet qu'il a volé. Cette injonction est un commandement positif. Même si le voleur brûle l'objet volé, il n'est pas condamné à la flagellation.
parce qu'il est tenu d'en payer la contre-valeur. Or, nous avons pour règle que pour toute progression d'un commandement négatif ou une compensation est possible, on ne reçoit pas la flagellation. Il est défendu de voler une somme quelconque selon la loi de la Torah. Il est même défendu de voler ou d'opprimer un gentil. Un gentil tel qu'il est défini dans la Torah. C'est-à-dire dans le langage courant, un simplet. Du moins, ça va jusqu'à simplet, c'est ça que Oui. Ça va jusqu'à un simplet, voilà. Ce qui paraît logique, hein, mais bon. Et si l'on a volé ou opprimé autrui, on est tenu de lui restituer ce qu'on lui doit. À la personne, pas à tel rabbin ou à telle personne. C'est quand même gonflé, quand même. Qu'est-ce qu'un voleur, Gozel? Celui qui prend l'argent d'un homme par la force, par exemple. Arrache des biens meubles de la main d'un autre, ou entre dans un domaine contre le gré du propriétaire, pour prendre de là des ustensiles, ou prendre de force l'esclave ou l'animal d'autrui, et en use. Ou encore, descendre dans le champ d'autrui, et en consomme les fruits, ou tout cas similaire. L'auteur de chacune de ces actions est un voleur, Gozel. Dans l'esprit du verset, Samuel 2, 23-21. Il vola. Vazig Zol, la lance de la main de l'Égyptien. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire? C'est là que vous êtes devenus des Égyptiens. Le voleur devient, dans la considération aux yeux d'Hachem, devient à travers la valeur qu'il prend, qu'il s'octroie à travers ses actes, aussi indésirable aux yeux d'Hachem qu'un Égyptien à l'époque des pharaons. Donc comprenez bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'un oppresseur au chèque? Celui qui, ayant en sa possession de l'argent privé, avec le consentement du propriétaire, retient avec force l'argent auprès de lui et ne le rend pas lorsque le propriétaire le lui réclame. N'est-ce pas, Bérose? Par exemple, un homme a dans la main d'un autre l'argent d'un prêt ou d'un louage, c'est-à-dire que l'autre doit lui rembourser un prêt ou lui payer un salaire. Il lui réclame son dû, qui lui est refusé, et il ne peut pas le lui retirer parce que l'autre est violent et rude. À ce propos, il est dit, Lévitique 19-13, « Tu n'opprimeras pas ton prochain. » Quiconque commet un vol a l'obligation de restituer l'objet volé, même ainsi qu'il est dit, Lévitique 5-23. Et il restituera l'objet qu'il a volé. Si l'objet est perdu ou a subi un changement, il doit en payer la contre-valeur. Qu'il admette de lui-même avoir volé cet objet, ou que des témoins viennent et attestent qu'il a commis le vol. Le voleur est tenu de payer le principal seulement, contrairement au ganave, qui est tenu de payer le double de la valeur de l'objet volé. Même s'il vole une poutre, il l'utilise dans la construction d'un bâtiment. Dès lors qu'elle n'a pas subi de modification, la loi de la Torah veut qu'il détruise toute la construction et restitue la poutre à son propriétaire. Mais les sages ont institué pour arranger les repentants, c'est-à-dire pour les encourager au repentir, que le voleur doit seulement verser la contre-valeur de la poutre et non détruire la construction. Il en va de même pour tout cas semblable. Même s'il vole une poutre et en fait un élément dans une souka pour la fête de Soukot, et que le propriétaire de la poutre vienne la réclamer durant la fête, il lui en donne la contre-valeur et ne restitue pas la poutre. Mais après la fête de Soukot, dès lors que la poutre n'a pas subi de changement et qu'il ne l'a pas fixée dans la construction avec de l'argile, il doit restituer la poutre même. Une poutre. Celui qui vole un bien valant moins de la valeur d'une peruta, bien qu'il transgresse une interdiction, n'est pas sujet à la restitution de l'objet volé. Soit le cas d'un homme qui vole 3 boîtes semblables de légumes valant 3 perutotes. Si elles baissent de prix, de sorte que les 3 valent maintenant 2 perutotes, et qu'il en restitue 2, il est tout de même tenu de restituer la 3e, étant donné qu'au début, au moment du vol, elle valait une peruta. S'il vole 2 bottes de légumes valant ensemble une peruta, et en rend une, il n'y a pas là de vol.
il n'y a pas là la mise de restituer l'objet volé. Quand un homme envole un autre dans un lieu habité, il lui restitue l'objet volé dans un lieu désert. La prérogative est dans la main du volé. S'il le désire, il prend, c'est-à-dire récupère à cet endroit l'objet volé. Sinon, il dit au voleur, je ne prendrai l'objet que dans un lieu habité, de crainte qu'il me soit soustrait par la force ici. L'objet volé est, c'est-à-dire reste alors en la possession du voleur et sous sa responsabilité, jusqu'à ce qu'il le restitue à son propriétaire, dans un lieu habité. Il en va de même pour le paiement de la valeur de l'objet volé. Celui qui vole autrui et lui inclut ensuite la contre-valeur de l'objet volé dans une somme d'argent qu'il lui paye pour une autre raison, un achat par exemple, car il a honte d'avouer son vol. Il est quitte de son obligation et si l'argent est volé par la suite, il n'en est pas responsable. Si le voleur restitue à la victime la contre-valeur de l'objet volé dans sa bourse, qui contient des pièces d'argent, il est quitte, car un homme est censé tâter sa bourse à chaque moment. On suppose que le propriétaire a compté les pièces d'argent que le voleur lui a rendues parmi ces pièces, et le compte fait par l'intéressé sans savoir que l'argent lui a été restitué exonère le voleur de sa responsabilité. Si le voleur restitue l'argent dans une bourse vide, dans laquelle il n'y a rien, il n'est pas quitte et reste responsable de l'objet volé jusqu'à ce qu'il informe le volé qu'il a restitué la somme d'argent dans telle bourse. Quiconque convoite l'esclave, la servante, la maison, les ustensiles d'autrui ou toute chose qui lui est possible d'acquérir de lui, fait pression sur le propriétaire par des amis et insiste auprès de lui jusqu'à ce que l'hôte accepte de lui vendre et qu'il le lui rachète bien qu'il lui ait donné beaucoup d'argent. Transgresse un interdit de la Torah, ainsi qu'il est dit, Exode 20, 14. Tu ne convoiteras pas. On ne peut être puni de flagellation pour la transgression de cet interdit, parce qu'il n'y a pas d'acte. On ne transgresse qu'au moment négatif que si l'on achète l'objet que l'on a convoité, dans l'esprit de ce qui est dit de Deutéronome 7, 25. Tu ne convoiteras pas l'argent et l'or qui sont sur elle et ne les prendras pas pour toi. Il s'agit d'une convoitise qui comprend un acte. Comme convoiter un héritage qui comprend une maison avec, on va dire, entre 10 à 15 pièces, pour y faire une maison Lubavitch. Ouais, par exemple. Dans un village où Jeanne d'Arc a séjourné avant son dernier procès et où on fête la Saint-Jean en faisant couler du vin rouge de la région à la fontaine. Je sais pas si vous voyez un peu le délire de ces gens-là qui se disent plus religieux que vous, au titre qu'ils ont été éduqués par leur rabbi, par l'émissaire du rabbi, qu'ils ont vu un tel, qu'ils ont étudié comme ci, à telle école, à ceci, à cela, qui en réalité ne leur donne aucun droit. Le seul droit qu'ils peuvent acquérir est à travers leur compréhension qu'ils expriment dans leurs actes devant les yeux d'Hachem. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est la seule récolte qui peut être acceptée. Et nulle autre. Et c'est valable pour tout le monde, hein, ceux qui convoitent le bien d'autrui, ceux qui veulent machin, mais c'est valable pour tout le monde, tu peux pas. Non mais ça c'est qu'un exemple. Oui. Pour parler en même temps de notre situation, pour parler de ce qu'on a vécu. La preuve à l'appui, il n'y en a aucun qui peut venir me contredire. Des témoins, elle a beau avoir dit qu'elle les a écoutés. Ah ouais, non. Des témoins, j'en ai à l'appel. Ouais, des témoins qu'on a passé 7 ans à s'occuper d'eux, à les aider. Non, mais des témoins, Ouais. j'en ai à l'appel. Ah ouais. Et puis même, on a des photos, on a participé à des sous-cotes, à des Non, mais pourrimes. je parle de ses propos par rapport Ah oui, non, mais là, c'est ouais, non, c'est quand lunaire. je lui ai dit qu'il faut que je monte à Paris pour régler l'héritage avec mon frère, parce que je voulais tout laisser à mes petits-neveux, etc., qui s'est proposé, lui, le niais de service, de s'occuper de mon héritage. Et pourquoi tu me donnes pas ta maison? Oui, non, c'est vrai. Viens de m'occuper de ton héritage.
Non, c'est fabuleux, quoi. Et à ces gens-là, on doit leur faire confiance. Alors qu'ils ont... À ces gens-là, vous les laissez diriger les écoles. Vous mettez encore des enfants sous leur responsabilité, sur leur éducation. Bah moi, je dirais qu'une seule chose. Allez voir comment il s'appelle, là. Celui qui a les mêmes symptômes que Pesner, là. Ah, Nadjar. Allez voir le Rav Nadjar. Charenton. À Charenton, Vincennes. Vous allez voir. Non, mais c'est grotesque. Vous allez voir les résultats de l'éducation Lubavitch, du père Pesner et de leurs écoles si fabuleuses. Mais c'est pas ça, c'est que ces gens-là, ils nous ont jeté, ils nous ont fait des embrouilles, et la personne là, quand elle a dit qu'elle a enlevé les témoins, elle était prête à m'évincer, c'est-à-dire qu'on boitait. Non mais c'est magnifique quand même ces gens-là. Bon, on reprend la... Ouais, parce que là, on peut en faire un roman là, tellement que c'est absurde. Non, parce que là, tu sais, quand t'as un arbre avec des fruits pourris, si tu veux pas que l'arbre, il crève avant la fin de l'année, faut enlever les fruits pourris. Ne serait-ce que par respect pour les autres fruits qui sont encore sur l'arbre. Voilà. C'est un minimum. C'est surtout qu'ils viennent nous responsabiliser alors que c'est eux qu'on fait toute cette chèque-là. Non, mais c'est vrai, non, Pascal, non? C'est ça, et c'est jusque-là que ça va. Alors, quiconque désire la maison. Attends, bah, là, pourquoi parler? Mais vas-y, hey, je sais pourquoi j'ouvre ma bouche. Là. On n'a pas besoin de parler, regarde, c'est marqué noir sur blanc. Quiconque désire la maison, la femme, ou les ustensiles d'autrui, ou tout ce qui est semblable, donc la femme, l'homme, l'enfant, tout ce que tu veux. Hein. Son chien, sa maison, sa voiture, son vélo, sa baignoire, sa robe, ses cheveux, bon voilà, on peut aller. Sa piscine, son comportement. Voilà, bref. Alors, quiconque désire la maison, la femme, ou les ustensiles d'autrui, ou tout ce qui est semblable parmi les autres choses qu'il lui est possible d'acquérir de lui. Dès lors qu'il pense en son cœur comment acquérir cette chose, et que son cœur est séduit par la chose. Dieu, il sait... C'est-à-dire qu'il décide de faire tout ce qui est en son possible pour acquérir l'objet en question. Transgresse un interdit de la Torah. Ainsi qu'il est dit de Deutéronome 5:18, tu ne désireras pas, le désir n'est que dans le cœur. Car Dieu, il voit quoi. Ça veut dire que c'est toi-même qui te mets une clipa à travers ton laxisme à l'expansion de ce désir en toi. qui Et s'exprime. Dieu, il n'a rien à voir là-dedans. Dieu, il peut pas sauver quelqu'un qui se rend malade lui-même. Il peut juste lui envoyer des lumières pour lui montrer qu'il se sent et qu'il se trompe de chemin. Tu vois? C'est pas, il pourrait faire plus. Mais c'est pas son rôle. Du moins, c'est pas un rôle qu'il s'est donné. Sinon, il serait derrière nous, H24, et à chaque fois qu'on fait un faux pas, il nous remettrait dans le droit chemin. Ouais, non, mais c'est... Ah ouais. En plus, il y a des gens qui ont donné, quoi. C'est grotesque. Bon, allez. Alors, le désir conduit à la convoitise. Bah oui. Et la convoitise conduit au vol. Ça va sans dire. En effet, si le propriétaire de l'objet convoité ne veut pas le vendre, bien que le convoiteur lui ait proposé beaucoup d'argent et insisté auprès de lui par des amis, ce dernier en viendra au vol. Ils ont pas attendu, hein, ils ont fait... Voilà, comme la moto qui a disparu. D'ailleurs, les gens qui ont récupéré ma moto, si vous voulez être orange, j'ai la carte grise. On vous attend. Le prix de la carte grise, bah c'est le prix de la moto. La moto, on l'achète avec notre travail, hein. Non, mais voilà. Bon, voilà, quoi. Tu vois, on l'a payé en cash, si tu veux, on te ramène le Yamaha, là. Il va me reconnaître, on l'a payé en cash. Tu comprends? En billet de 5 euros. Non, 10 euros. Mais de la poste, hein, ça sort d'un travail, hein, mais bon. Voilà, quoi. C'est pour vous dire. Allez, bon, c'est bon, allez. Bon. On viendra au vol, ainsi qu'il est dit, Michée 2:2. Et convoitèrent des maisons et volèrent. Et si le propriétaire se tient devant lui pour sauver son argent auprès qu'il le lui a pris ou l'empêche de voler, il en viendra au meurtre. Sors et apprends de l'épisode de Arabe et Naboth.
Tu apprends donc que celui qui désire le bien d'autrui transgresse un seul interdit, et celui qui achète la chose désirée en insistant auprès du propriétaire ou en lui faisant la demande transgresse 2 interdits de la Torah. C'est pourquoi il est dit, tu ne convoiteras pas et tu ne désireras pas. Et s'il commet un vol, il transgresse 3 interdits. Plus le cumul des situations que vous entraînez à tout ça. Alors, quiconque vole la valeur d'une perouta ou un autre est considéré comme s'il lui avait pris la vie. Vous imaginez? 8 ans, même plus que ça, mais bon. Ainsi qu'il est dit, Proverbe 1, 19, telle est la voie de celui qui poursuit le lucre. Il prend la vie. Néanmoins, si l'objet volé n'est plus là, et que le voleur, désirant se repentir, vient de lui-même restituer la contre-valeur de l'objet volé. Mais pas en Israël, pas à Miami, à celui qui appartient, à la personne à qui ça appartient, pas à Marseille. Une ordonnance des sages veut que l'on n'accepte pas cet argent. Au contraire, il faut l'aider dans son repentir et lui pardonner, afin de rapprocher le droit chemin au repentant. Quiconque accepte d'un voleur la contre-valeur de l'objet volé, les sages ne sont pas satisfaits de lui. C'est faire Nesekin, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 2. Dans le cas d'un objet volé qui n'a pas subi le changement, tel que défini au paragraphe 10, et est resté comme auparavant, bien que le propriétaire ait désespéré de le retrouver, et bien que le voleur soit décédé, de sorte qu'il est en la possession de ses enfants. Il faut que l'objet soit lui-même rendu à son propriétaire. C'est-à-dire que même si tu le donnes à tes enfants, ça change rien. Il reste volé. Voilà. Non, mais c'est grotesque, quoi. On a des enfants, donc non. Ouais. Alors, il faut que l'objet soit lui-même rendu à son propriétaire. S'il a subi un changement en la possession du voleur, bien que le propriétaire n'ait pas encore désespéré de le retrouver. Le voleur l'acquiert par le changement, et il doit en payer la contre-valeur au moment du vol. Cette loi est une loi de la Torah, ainsi qu'il est dit Lévitique 53. Il restituera l'objet qu'il a volé. Par tradition orale, les sages ont appris que la signification du verset est la suivante. Si l'objet est à changer comme au moment du vol, le voleur doit payer, c'est-à-dire restituer celui-ci. Et s'il a subi un changement en sa possession, il doit en payer la contre-valeur. Si le propriétaire désespère de retrouver l'objet, mais que celui-ci n'ait pas subi de changement, le voleur acquiert toute l'amélioration de l'objet après le renoncement du propriétaire et ne doit payer que sa valeur au moment du vol. Cette règle d'ordre rabbinique fut instituée par les sages pour arranger les repentants, c'est-à-dire pour les inciter au repentir. Ainsi, quand le voleur restitue l'objet volé à son propriétaire, on évalue l'amélioration et il l'aperçoit de la personne volée. Si le voleur vend l'objet ou en fait don, bien que l'objet n'ait pas subi de changement, il n'est pas lui-même restitué de la main de l'acheteur. Dès lors que le propriétaire a désespéré de le retrouver, qu'il y ait renoncé avant ou après la vente ou le don, l'acheteur l'acquiert par le renoncement du propriétaire et le changement du domaine. Mais nous, il n'y a pas de renoncement. On a fait longtemps qu'on... Hein. Non, parce que Béros, il a dit, genre, 8 ans que t'es pas... T'es genre... Non, c'est grotesque. Bah, il nous a dit, qu'est-ce qu'on en ferait? Non, mais c'est grotesque. Non, c'est quand même gonflé. Alors que le mec, on lui a quand même donné de quoi... Mais en disant ça, il a montré lui-même que c'est lui qui s'octroyait le droit ouais. de nous dépouiller. Normal, quoi. Derrière une fausse justification. Qu'est-ce que j'en ferais? Tu crois quoi? Ben attends, on est à la rue. J'étais propriétaire à l'âge de 24 ans. Je travaillais 20 heures par jour. Non, mais 20 heures par jour pour acheter mon appartement. C'est pas un clown comme lui qui va m'apprendre comment gérer mon argent. Mais il a même pas enlevé le moyen de subsistance de la personne, puis encore moins voler les mises votes des autres. Ah ben là c'est clair. Il a parlé à ça. Il a parlé à ça de Dieu. Il fait partie des gens qui nous ont chassés d'Internet pour prendre notre place. Bon, on les voit, ils font la queue, là. C'est à la queue leu là.
Alors vous plaignez pas que vous morflez, parce qu'à un moment donné, regardez, on vous donne les textes là, pourquoi vous avez morflé, quoi, à un moment donné. Et pourquoi ça va continuer, surtout? Ah bah oui, 8 ans. Et que ça va prendre de l'ampleur. Eh bah oui, parce que vous réparez rien. Vous ne remboursez pas, vous nous faites vivre en plus dans un taudis, quoi. Bon, allez. Alors, quand un homme vole un bien, l'améliore et le vend ou le transmet en héritage avant le renoncement du propriétaire, ce qu'il a amélioré est transmis par héritage ou vendu selon le cas. L'acheteur ou l'héritier acquiert l'amélioration de sorte qu'il perçoit la plus-value du volé, en lui restituant l'objet volé. Puis le volé revient et perçoit la plus-value du voleur, puisqu'il n'avait pas désespéré de retrouver l'objet. De même, si l'acheteur ou l'héritier améliore l'objet, il peut percevoir la plus-value du volé. Si le voleur vend l'objet volé à un gentil, bien que le gentil l'ait amélioré, l'objet volé doit être rendu à son propriétaire. Si le gentil le revend à un juif après l'avoir amélioré, dès lors que le voleur est juif et que celui qui l'a maintenant en sa possession est juif, ce dernier acquiert l'amélioration. Et si le volé se saisit de la plus-value, on ne le lui retire pas. Voilà, c'est juste pour vous expliquer quelque chose, pour faire entrer 3 jours de tramontagne. Mais vraiment très fort, des bateaux échoués, etc. Et il y avait un club nautique au port. Ah oui, pour le bateau là Ouais, et il y avait 3-4 bateaux qui étaient partis s'éclater sur les rochers et qui ont été récupérés. On a mis des bouées en dessous pour le ramener jusqu'à la plage, parce que le Zodiac, il partait de la plage, parce qu'on avait un garage sur la plage, et la villa était 40 mètres au-dessus. Voilà. Bon, pour vous dire, on était bien lotis. Bref, on arrive, on pose le bateau, le Zodiac, on monte le bateau derrière la villa dans le garage, tranquille, on s'installe, on commence à nettoyer, machin, à se préparer, et en 3 jours, effectivement, même pas en 2 jours, je l'avais réparé. Complètement refait, renforcé, etc. Bref, et avec mes cousins, on se regarde, on dit, bah, si on veut pas avoir de problème, vu que les Espagnols, ils sont quand même un peu spéciaux, quand ils vont voir qu'on l'a remis en état, ils sont capables de nous le réclamer. Parce que avant de le récupérer, on avait été demandé au club nautique et et aux autorités portuaires de la Escala, si on pouvait le récupérer dans l'état où il était, s'ils nous en faisaient cadeau, avec l'intention, nous, d'essayer de le réparer, ils nous ont rigolé au nez, en disant, mais vous arriverez à rien en faire, on vous le donne. Ben, on l'avait bien vu, hein. Bref. Et le dernier jour, on se met, une fois qu'il est tout réparé, on se dit, on va lui donner une couleur, pour pas qu'il reste dans la couleur du club nautique, etc. Pour pas qu'on puisse dire que c'est leur bateau. Donc on le repeint, coque en noir, etc. Le lendemain, une fois que la peinture avait asséché, etc., on avait trouvé une planche pour faire la dérive, une espèce de tringle en bois pour faire le mât, etc. On s'était débrouillé tant bien que mal pour essayer de faire une voile, etc. Et on met le bateau à l'eau, on met le dériveur à l'eau, on met l'optimiste à l'eau. Mais ça n'a pas duré, quoi. Au bout de 3 quarts d'heure, il y a la Guardia Civile qui est arrivée, ils nous ont repris le bateau avec une lettre du club nautique disant qu'il avait été récupéré sans leur accord et que c'était leur propriété. Bon, vu ça faisait des années qu'on les côtoyait, etc., on s'est dit ça vaut pas la peine d'aller péter plus loin, on leur a rendu leur bateau et on s'en est tenu là. Mais pour vous dire que même avec l'autorisation, HM nous a montré la leçon. C'est-à-dire que le bateau, on l'a récupéré. On a été demandé, on a fait les choses en règle, etc. Mais du fait que c'était trop visible vis-à-vis des autres, de l'entourage, ils ne pouvaient pas l'admettre. Jaloux un peu, non? Voilà. Ouais, toujours la même Quelque part, il y avait une jalousie, ça nous a pas froissé. On est resté en bon terme, hein. Non, mais jaloux comme pour vous montrer que les lois d'Hachem, elles sont impénétrables. Et elles peuvent même arriver dans des circonstances où pour toi, elles sont incompréhensibles. T'imagines, quand t'as 17 ans et t'arrives à un truc comme ça, tu comprends pas pourquoi on te retire le truc qu'on t'a donné. Surtout qu'il a été détruit, surtout qu'il Ouais, voilà. c'était un bateau, qu'on a passé 2-3 jours à le réparer complètement,
On a investi dans la pipe, la résine, etc. Est-ce qu'ils On a vous ont- tout fait derrière le garage. Est-ce qu'ils vous ont payé au moins là Non, rien. Est-ce qu'ils vous ont fait faire un tour? Non, bah même pas, ils nous ont payé un coca vite fait et merci, bonsoir. Ah ouais, d'accord. Bah ils ont pas porté plainte surtout, voilà. Ouais, non, mais... Bah ouais, mais c'est... Mais porter plainte contre une Mais, carcasse... c'est les gens du pays. Toi, t'es touriste. Mais même. Tu comprends bien. Oui, mais vis-à-vis de la loi du machin, non, c'est... Mais non, mais c'est comme... Mais c'est toujours le même principe. Celui qui a de l'argent dans la tête des autres, il est là pour payer. Ah ouais, d'accord. C'est tout. Ah ouais, non. Oui. Bref, la leçon, elle n'est pas là. La leçon, elle est dans le texte et son application, quelles que soient les circonstances. Alors, nous avons déjà expliqué que lorsqu'un objet volé est amélioré après le renoncement du propriétaire, ce qui n'est pas le cas, à le retrouver, ou après avoir subi un changement, l'amélioration appartient au voleur, en vertu d'une ordonnance des sages en faveur des repentants. Il faut bien qu'ils se repentissent, parce que s'il n'y a pas de repentance, comprenez que ça ne compte pas. Cela s'applique bien que l'objet du vol est spontanément augmenté de valeur. Comment cela ? Soit le cas d'un homme ayant volé une vache qui est devenue gravide auprès de lui, c'est-à-dire en sa possession, qu'elle est mis bas avant que le propriétaire poursuive le voleur au tribunal, ou qu'il n'ait pas encore mis bas. La règle ci-après est appliquée. Autre exemple, où la règle ci-après est appliquée, s'il a volé une brebis qui s'est chargée de laine auprès de lui, c'est-à-dire en sa possession, qu'il est tondu avant que le propriétaire le poursuive au tribunal, et qu'il ne l'ait pas encore tondu. La règle est la suivante. Dès lors que le propriétaire a désespéré de retrouver l'animal, le voleur en paye la contre-valeur au moment du vol. Si la vache a mis bas ou qu'il a tondu la brebis, les tontes et les petits appartiennent au voleur. Et si la vache n'a pas encore mis bas ou si la brebis n'a pas encore été tondue, on fait une évaluation de sa valeur actuelle et le voleur perçoit la plus-value du volé en restituant l'animal même. Soit les cas suivants. A. Un homme vole une vache gravide. Le propriétaire désespère de la retrouver. Et ensuite, elle met bas. B. Un homme vole une brebis chargée de laine. Le propriétaire désespère de la retrouver et ensuite le voleur la tond. Dans ces deux cas, le voleur doit payer la valeur d'une vache prête à mettre bas ou la valeur d'une brebis prête à être tondue. C'est-à-dire qu'il doit restituer la vache ou la brebis sans le veau ou la tonte en payant. Dans le premier cas, la différence de la valeur entre une vache prête à mettre bas et une vache telle qu'il la restitue, non gravide. Il en va de même pour la brebis. Si la vache met bas ou si la brebis est tondue avant le renoncement du propriétaire ou avant d'avoir subi un changement, la tonte et le petit appartiennent au propriétaire. Même si la vache est devenue gravide, ou la brebis s'est chargée de laine en la possession du voleur, étant donné que le propriétaire n'a pas désespéré de la retrouver, et qu'elle n'a même pas subi de changement, l'animal volé est encore dans le domaine de son propriétaire, bien que le voleur soit responsable en cas de force majeure, c'est-à-dire qu'il soit tenu de le rembourser, même en cas de mort naturelle. Si un homme vole un animal en cachette, ganave, ou par la force gazale, puis le consacre et l'abat après que le propriétaire a désespéré de le retrouver, on considère qu'il est en la possession du voleur seulement à partir du moment où il l'a consacré, afin que le pécheur ne soit pas gagnant. Ainsi, tous les petits la tonte depuis le moment du vol jusqu'au moment de la consécration appartiennent au propriétaire. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À savoir que le voleur n'acquiert l'amélioration qu'après le renoncement du propriétaire. Il faut que le propriétaire renonce. Pour une amélioration de l'animal qui est venue d'elle-même, sans impense de la part du voleur, comme les tontes et les petits. Si l'animal est maigre et que le voleur l'ait engraissé, même si cela a eu lieu avant le renoncement du propriétaire, il perçoit du volé la plus-value due à l'engraissement. Il en va de même pour tout cas semblable d'augmentation qui implique une dépense. Un changement réversible n'est pas considéré comme un changement. Comment cela? Si un homme vole des planches de bois, les fixe avec des clous et en fait un coffre, cela n'est pas considéré comme un changement.
parce qu'il est possible de détacher les planches de bois et elles redeviennent des planches comme auparavant. S'il vole de la terre et en fait une brique, il ne l'acquiert pas. En effet, si la brique est pilée, elle redeviendra de la terre comme auparavant. S'il vole une langue de métal et en fait une pièce de monnaie, il ne l'acquiert pas. En effet, si l'on fait fondre la pièce, elle redeviendra une langue de métal comme auparavant. Il en va de même pour tout cas semblable. Mais si un homme vole des pièces de bois qu'il brûle, coupe ou creuse pour en faire des récipients, ou vole de la laine qu'il teint, ou bat et blanchit avec du soufre, ou vole de la laine filée dont il fait un tissu, ou vole une brique dont il fait de la terre, ou vole des pierres qu'il taille, ou vole des pièces d'argent qu'il fait fondre, cela est considéré comme un changement en sa possession. Car désormais, s'il fait de ces pièces fondues d'autres pièces, elles ont un nouveau visage. C'est-à-dire qu'elles sont considérées comme quelque chose de nouveau et non comme les pièces volées. Il en va de même pour tout cas semblable. Oui, je comprends que ça vous... Les lois, c'est... C'est pour ça que les voleurs préfèrent faire fondre l'or des bijoux volés ou retailler les pierres de telle façon à créer un autre objet qui, vis-à-vis de Dieu, ne leur est pas possible à être réclamé. Comprenez bien, même les plus avides dans la méchanceté, les plus mauvais, sont encore sous le joug de Dieu. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Qui vole de vieilles pièces d'argent ternies, les polit et les rend comme neuves, ne les acquiert pas. En effet, cela n'est pas un véritable changement, puisqu'elles vieillissent et redeviennent comme auparavant. S'il vole des pièces de monnaie neuves et les rend vieilles, usées, il les acquiert. En effet, s'il les rend comme neuves, ce sont de nouveaux visages. C'est-à-dire qu'elles sont considérées comme de nouvelles pièces et non comme les pièces volées. S'il vole un palmier, attaché au sol, et le coupe, c'est-à-dire là-bas, il ne l'acquiert pas. Et ce, même s'il le coupe en tronçons. S'il en fait des poutres, il en fait l'acquisition. S'il vole de grandes poutres et en fait de petites poutres, il ne les acquiert pas, car elles sont encore désignées comme des poutres. S'il en fait des planches au point que leur désignation change, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus désignées comme des poutres, il les acquiert. S'il vole une branche de palmier et détache ses feuilles, il acquiert les feuilles. S'il vole des feuilles de palmier et en fait un balai en séparant les feuilles en deux, il les acquiert. S'il vole un agneau qui devient un bélier ou vole un veau qui devient un bœuf, cela est considéré comme un changement en sa possession. Par conséquent, le voleur acquiert l'animal et doit en payer la valeur au moment du vol, bien que le propriétaire n'ait pas désespéré de le retrouver. S'il vole un ustensile et le brise, on n'évalue pas la dépréciation pour restituer l'ustensile brisé au propriétaire. Plutôt, le voleur en paye la contre-valeur et l'ustensile brisé lui appartient. Si le propriétaire désire prendre l'ustensile brisé, il peut le prendre et le voleur paye alors la dépréciation. En effet, cette loi est un arrangement institué en faveur du propriétaire. S'il n'en veut pas, la prérogative est dans ses mains. Il en va de même pour tout ce qui est semblable. Comme vous allez dans un magasin, tu te rappelles, ça nous est arrivé. Nos chiens, ils ont cassé des ustensiles dans un magasin. On a dû payer. C'est pour ça que certains magasins, on le voit plus maintenant, mais ils mettaient ne pas toucher. Tu regardes avec tes yeux, par exemple. Par contre, quand dans un certain magasin, je veux parler de l'ancienne boucherie de Perpignan. Rue Rameil. Voilà, qui est devenu un restaurant Goy, qui marche très bien d'ailleurs, il paraît qu'on y mange très bien. Oui, c'est vrai, en plus il y a eu du succès direct. Mais bon, je sais pas, j'ai pas été, non, on n'y va pas. Je ne vais pas. Peut-être que je passerai un jour prendre un café. Pourquoi tu dis je? Peut-être qu'on passera prendre un café, je sais. Oui, non mais... Bon, ouais. Bref. Voilà, tu m'as fait perdre mon fil. Pardon. Ouais, quand les derniers occupants de cette boucherie, les derniers gestionnaires,
Ça pour s'appelle lesquels je faisais les livraisons, etc. l'entrecôte. Voilà, comme ça. Non, mais ça, c'était avec Patrick. Ah oui, toi, tu me parles de avant. Le dernier. Ah ouais. Après Patrick. Ah. Le dernier qui a eu la boucherie. Ben, Après qui ils ont vendu. Non, c'est pas Patrick, c'est l'autre qu'ils ont appelé de Babelwed, là. Ah, mais c'est avant Patrick, ça. C'est avant Patrick, le couple, là, que Pesner nous avait ramené. Mais non, le mec qui venait du 91, que j'ai été faire tourner mes... Eh ben, c'est ça que je te parle, celui avec le coup du vin. Bref. Le coup du vin. Le mec qui met des bouteilles de vin sur des étagères qui sont faites pour porter des paquets de pâtes, et il met des caisses et des caisses de vin. Arrive à un moment donné, l'étagère, elle se casse la gueule. Il perd tout son vin cachère. Bah là, Le mec a la gueule. c'était un ruisseau, là, devant. Il me dit, ouais, ça coulait dans la rue et tout, hein. Et le mec a la gueule, il me dit, ouais, ça serait bien que pour l'assurance, tu déclares que ton chien il est rentré dans le magasin et qu'il ait fait tomber les bouteilles de vin. C'est faux, hein. En plus. Alors que c'était pas vrai, toi, mon chien, il était même pas présent. Non, que je revenais de livraison et que j'avais la moto devant. Ah ouais, donc, ouais. Donc, c'était même pas plausible. Et le mec, il me sort ça. Je lui dis, écoute, c'est hors de question qu'il me demande de faire une fausse déclaration. Et l'autre, il me dit, mais je comprends pas, ça te coûte rien, fais pas le chien. Ah non, ça te coûte rien, la franchise. Comment ça me l'a joué? Au sentiment. Entre potes, on se rend service et tout. Il t'a pris pour un simplet, non? Et voilà. Le mec, il voulait abuser. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, c'est simple. Moi, il n'y a pas 36 solutions. D'une, je fais pas une fausse déclaration. De deux, ton arrangement ne tient pas la route. Et de trois, tu es en train de vouloir me la mettre à l'envers. Je lui dis parce que si moi je déclare que mon chien, il est rentré dans ton magasin, qu'il a fait tomber les bouteilles de vin, certes, je n'aurai rien à rembourser. C'est mon assurance qui va régler le problème avec ton assurance. Mais le problème, c'est que moi, j'ai 5% pendant un an minimum sur toutes mes cotisations d'assurance. Et je l'ai regardé clair dans les yeux. J'ai fait, t'es prêt à me les payer? Non, mais Voilà. Mais déjà, même. Donc à partir de là, ça a clos la discussion. Mais à un moment donné, faut bien comprendre, ces gens-là, c'est pas parce qu'ils paraissent plus religieux ou qu'ils ont un costume, une fonction, qu'ils s'assument même pas, qu'il faut tout leur accepter. Mais non, mais Voilà. là, il y a mensonge, il y a escroquerie, il y a, comment on va dire, Tentative de corruption. tentative de corruption, Et en plus, il y a... abus de confiance. Et en plus, il y a malversation spirituelle Sur le chien. sur le chien à lui faire assumer des actes qui ne lui appartiennent pas. Alors que c'est même pas son chien. En plus. Non, mais c'était mon chien. Non, mais C'était pour pas te dire, le sien. en plus- Non, mais voilà quoi. Moi je l'ai regardé, je lui ai fait écoute, t'as un problème, t'es pas assuré, qu'est-ce qui t'arrive? Et pour faire une petite parenthèse, mon mari, il travaillait, on nous payait en couscous avec du cou de poulet à 17 € le kilo. D'accord? Donc les gens qui viennent te dire... 19 € le kilo. Ouais, bon bref. Alors des gens qui viennent nous dire, Zarma, qu'on n'a pas fait d'économie, bah, faudrait déjà que les gens ils payent. C'est ça, Ah c'est ça. ouais, c'est comme les livraisons gratuites. Ah ouais. Le mec il me disait, ouais bah quand t'arrives, tu te fais payer la livraison. L'autre, j'arrive, je donne la viande, je dis voilà, ça fait 5 € pour la livraison. Toi, c'était pas cher, hein. Perpignan, Canet-en-Roussillon, tu téléphones dans les 5 minutes. Je pars, un quart d'heure après, t'as ta viande. Donc, franchement, 5 €, quand tu prends 80 € de viande ou 120 € de viande, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais moi, on m'a dit que c'était compris dans le prix. Ah ouais. Voilà, donc, toujours pareil, tu veux faire bien, tu veux rester correct avec la communauté, nanani, nanana. Tu lui livres à domicile, hein. Ah ouais, et tu l'as dans l'os. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, je m'arrangerai avec le boucher. Tu vois? Et parce que le boucher, elle a appelé devant moi, le boucher, il lui a dit, oui, c'est compris dans, le prix est compris. La livraison est comprise dans le prix. Tu vois? Alors qu'à moi, il me dit, réclame-leur la livraison. Tu vois? Et quand je suis rentré à Perpignan à sa boucherie, le mec, il m'a dit, bah non, fallait lui réclamer à elle. J'ai fait, mais t'étais au téléphone avec elle. Tu lui as dit clairement que le prix, la livraison était compris dans le prix de la viande. Alors on n'était pas payé.
Alors, tu vois, avec des gens comme ça, l'usure des il n'y a pneus. pas grand-chose à faire. L'usure des pneus, l'assurance, les kilométrages. Non mais Le risque, le risque, le temps. Bah oui, parce qu'en plus c'était Voilà, et j'en parle pas d'autre. Hein. L'autre qui te dit, ouais, j'ai oublié d'acheter la mayonnaise cachère, tu veux pas me ramener la mayonnaise cachère, tu fais un aller-retour, rien que pour sa mayonnaise. Que lui, il a pas commandé, qu'il a oublié, c'est sa faute. Tu reviens 3/4 d'heure après, parce que t'as fait à blinde, tu t'as roulé comme un ouf pour que le mec il ait sa mayonnaise pour manger à midi, et le mec il te dit, ah mais non, mais là j'en ai plus besoin, j'ai été la chercher moi-même. Non mais sérieux, si on fait Voilà. Donc à un moment donné, si on fait un bouquin là. voilà, non. Ces gens-là, Ah ouais, non. ils ont pas à venir se cacher derrière l'étiquette de juif. Ils ont juste à dire, je fais partie de la communauté, je suis une grosse merde, je suis là pour apprendre et prendre ma place qui est là-bas au fond de la salle, hein, à côté des chiottes. En attendant que Hachem, il me donne des tâches que je puisse accomplir pour valoriser ma judaïcité. Voilà. Et pas s'imposer aux yeux des autres. Bah quand on lit les textes, vous voyez bien que t'as même pas le droit de voler un goy, quoi. Ni un gentil, ni quoi que ce soit, quoi. Non, sérieux. Il se sert de toutes les excuses du monde. Hein. Bon, bref. Oui, désolé, on n'est pas là pour casser du sucre, mais à un moment donné, vous voyez, là, il y a des faits, quoi. Vous voyez. Alors, si un objet volé n'a pas subi des changements et augmenté de prix du fait des fluctuations du marché, bien que le propriétaire est désespéré de le retrouver, il doit être rendu à son propriétaire. Le voleur n'a aucun droit dessus. En effet, les sages n'ont institué le droit pour le voleur ou à l'amélioration de l'objet volé après le renoncement du propriétaire, ce qui n'est pas que dans des cas comme les tontes et les petits. Mais l'augmentation de prix, si l'objet volé est rendu lui-même au propriétaire, le voleur n'y a pas droit. Donc vous pouvez revendre tout ce que vous voulez, ça tient pas. Ou les conditions, il n'y a pas de conditions. Alors, c'est faire des équines, loi relative au vol, Xéla, et à l'objet perdu, chapitre 3. Soit le cas d'un homme qui vole à un autre un tonneau de vin valant 1 dinar au moment du vol, et dont le prix augmente auprès de lui, c'est-à-dire alors qu'il est en sa possession pour atteindre 4 dinars. S'il brise les tonneaux, boit le vin, le vend ou en fait don auprès l'augmentation de prix, il paye 4 dinars, comme au moment de son départ du monde. En effet, s'il avait laissé le tonneau, celui-ci même aurait été rendu à son propriétaire. Si le tonneau se brise tout seul ou est perdu, le voleur paye 1 dinar, comme au moment du vol. Si le tonneau de vin vaut 4 dinars au moment du vol et seulement 1 dinar au moment de son départ du monde, le voleur paye 4 dinars, comme au moment du vol, qu'il ait brisé le tonneau ou bu le vin, ou encore que le tonneau se soit brisé ou ait été perdu tout seul. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit le cas d'un vol d'un emballage en vannerie de 50 dates. Lorsque l'emballage est vendu entièrement en une seule fois, il est vendu pour 9 sous. Et lorsque les dates sont vendues une par une, il est vendu pour 10 sous. Dans ce cas, le voleur ne paye que 9 sous. Le volé ne peut pas lui dire « je les aurais vendus une par une ». Identique est la loi pour celui qui cause un dommage ainsi que pour tout cas semblable. Comme il est question des biens d'une personne ordinaire. Mais pour des biens consacrés, il n'en va pas ainsi. Plutôt, le voleur doit payer 10 sous. Soit les cas suivants. Un homme vole un animal qui vieillit ou maigrit de telle manière qu'il ne peut pas revenir à son état initial. Par exemple, dans le cas d'une maladie irrémédiable. B. Il vole une pièce qui se fêle ou est invalidée par le roi et n'a plus cours. C. Il vole des fruits et tous pourrissent. D. Il vole du vin qui devient du vinaigre. Dans tous ces cas, le voleur est considéré comme celui qui vole un ustensile et le brise. Par conséquent,
Il doit payer la valeur de l'objet volé au moment du vol. En revanche, sur les cas suivants, A. Un homme vole des animaux et ils maigrissent de telle manière qu'il leur est possible de revenir à leur état initial. B. Il vole des esclaves qui vieillissent. C. Il vole une pièce de monnaie et elle est invalidée dans ce pays, mais à court dans un autre pays. D. Il vole des fruits dont une partie pourrit. E. Il vole de la terouma qui devient impure. F. Il vole du chametz et la fête de Pessah passe de sorte que le chametz est interdit à tout profit. G. Il vole un animal et une faute est affectée sur lui. C'est-à-dire qu'il est sodomisé. Ou il devient invalide pour être offert sur l'autel. Ou encore l'animal sort pour être lapidé suite à sa condamnation. Dans tous ces cas, le voleur dit au volé « Voici qui t'appartient devant toi » et il restitue l'objet volé même. Ah, en plus, il y a un rapport avec le chametz. En plus. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À savoir qu'un voleur doit restituer l'objet devenu interdit au profit. S'il restitue l'objet volé. Mais si l'objet volé est brûlé ou est perdu après avoir été interdit au profit, par exemple, dans l'un des cas subventionnés, le voleur est tenu d'en restituer la contre-valeur au moment du vol. C'est pourquoi, s'il nie le vol après que l'objet a été interdit au profit et prête un serment mensonger, il est tenu de payer le principal, la valeur de l'objet, avec un cinquième en su et d'apporter un sacrifice de culpabilité. Celui qui vole un animal, pour lui, faire porter une charge, le chevaucher, l'utiliser pour labourer, ou battre le grain, ou faire quelque chose de semblable, et le rend à son propriétaire, bien qu'il ait transgressé un interdit de la Torah, n'est rien tenu de payer, car il ne lui a pas causé de perte, et ne l'a pas amaigri. S'il est reconnu que cet homme vole aux primes, c'est-à-dire refuse de l'argent dû ou commet telle pratique une fois après l'autre, on lui afflige une amende, même en dehors de la terre d'Israël. On évalue le prix de louage de l'animal dans le cas, par exemple, où il a porté une charge. Ou encore, le gain que le voleur a obtenu par l'animal dans le cas, par exemple, où il a été attelé à la charrue. Et il doit payer cette somme au volé. Ah oui, là, ça augmente, hein, si la personne a maigri ou si l'objet est maigri, ça augmente. Hein. Bah, c'est-à-dire s'il est détérioré Oui. Par rapport à l'état initial. Mais même quelque chose de vivant, un animal, oui, un être humain. Bon. Alors, celui qui saisit l'esclave d'autrui, bon, il n'y a plus d'esclaves, mais bon, celui qui saisit l'esclave d'autrui et exécute un travail avec lui sans lui faire manquer l'exécution d'un autre travail pour son maître, est exempt de payer. En effet, il convient à un homme que son esclave ne reste pas inactif afin qu'il ne s'habitue pas à la paresse. Mais si le voleur lui fait manquer à un autre travail pour son maître, il doit payer au maître le salaire du travail de l'esclave comme pour un ouvrier. Mais il n'y a plus d'esclaves. Hein. Oui, non mais... Voilà, ça a été écrit au XIIIe siècle, effectivement. Non mais parce que comme ils se servent encore de ces... Mais c'est bien clair qu'il n'y a plus d'esclaves. Donc à un moment donné, arrêtez. On est bien d'accord. C'est pas vrai d'exploiter les gens. Non mais c'est... Tu peux reprendre ça, transgresser ça aux employés. Bien sûr. Mais là... Quelqu'un qui est employé, une autre personne vient pour lui donner un travail qui est en dehors ou de son propre travail, ou qui est adjacent, c'est-à-dire qu'il y a une incidence sur son travail, mais qui n'est pas du fait dû à son travail, la personne qui vient le détourner de son propre travail doit payer l'employé ou au patron de cet employé le temps passé à lui servir. Bien sûr, non mais... Eh oui, non mais... Ils ont l'impression que les gens, ils sont illettrés, quoi. Mais bon. C'est ce qu'on appelle des employés mis à disposition. Bien sûr. Comme moi, quand j'ai travaillé pour les... Mais c'est un échange de services, il n'y a pas d'esclavage. Quand on a travaillé pour les camping-cars, oui, bien sûr. j'étais régisseur, je travaillais pour les impôts en étant mis à la disposition de la mairie. On a travaillé je ne travaillais pas pour la mairie. Je travaillais pour les impôts.
Voilà. Oui, on était embauchés. Pour ceux qui disent que j'ai jamais travaillé. Ah oui, non. On a fait J'ai travaillé pour l'État français. J'étais fonctionnaire. On est venu Voilà. on est venu nous chercher pour vous dire. Voilà. Vous voyez? Donc voilà. Non, mais bon. C'est pour ça qu'à un moment donné, arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que plus vous racontez n'importe quoi, plus vous vous enfoncez. Bon, allez, continue. Alors, on a le cas d'un homme qui saisit le bateau d'autrui et exécute un travail avec. Si ce bateau n'est pas fait pour être loué, on évalue à combien s'élève la dépréciation du bateau. Et le voleur paye cette somme. Si le bateau est fait pour être loué, la règle suivante est appliquée. Si le voleur est descendu dans le bateau en tant que locataire, dans l'intention d'en faire la location, étant donné qu'il y est descendu sans autorisation, le propriétaire a le choix. S'il désire percevoir le loyer, il peut le percevoir. Et s'il désire percevoir la dépréciation, il peut la percevoir. S'il y est descendu en tant que voleur qui commet un vol sans intention de payer, il doit verser la dépréciation. Il en va de même pour tout cas semblable. Soit un homme qui demeure dans la cour d'autrui à son insu. Si cette cour n'est pas destituée à la location, il n'a pas besoin de payer le loyer au propriétaire. Et ce, bien que cet intrus qui demeure ait l'habitude de louer à un endroit un logis pour lui-même. En effet, c'est un cas où l'un profite d'un bien qui ne lui appartient pas, et l'autre, le propriétaire, n'a pas de perte. Si la cour est destinée à la location, bien que cet intrus n'ait pas l'habitude de louer un logis, il doit payer le loyer car il fait perdre de l'argent au propriétaire. Si un homme a de la laine blanche et des ingrédients de teinture trempés dans l'eau, prêts à l'emploi, et qu'un autre vienne éteigne la laine avec les ingrédients de teinture à l'insu du premier, il doit lui payer la dépréciation qu'il a causée à la laine, sans compter l'amélioration des ingrédients de teinture sur la laine. Et si la victime du dommage saisit un bien appartenant à l'auteur du dommage, d'une valeur équivalente à la valeur de ce qui lui a fait perdre des ingrédients de teinture, on ne le lui retire pas. Celui qui porte la main sur un dépôt, c'est-à-dire prend un objet qui lui a été remis en dépôt en vue de l'utiliser pour un usage personnel, sans l'autorisation du propriétaire, qui porte la main lui-même ou par l'intermédiaire de son fils, de son esclave ou de son mandataire, est un voleur, gazelant, et devient responsable de l'objet, même en cas de force majeure. L'objet volé devient dès lors considéré comme en sa possession, comme le veut la loi pour tous les voleurs. S'il a eu l'intention de porter la main sur le dépôt, il n'en a pas la responsabilité avant de porter la main dessus. Dès qu'il porte la main sur le dépôt, il en a la responsabilité bien qu'il n'ait causé aucune perte au dépôt, mais ait simplement pris le dépôt d'un endroit à un autre dans son domaine afin de porter la main dessus. Il est tenu pour responsable car, Schlerout, Yad, le fait de porter la main sur un dépôt ne requiert pas forcément une atteinte à l'intégrité du dépôt. La seule intention d'en faire un usage personnel qui entraîne une diminution, comme dans les exemples cités après, est considérée comme s'il avait porté la main. Si un dépositaire soulève un tonneau pour y prendre un quart de log de vin, il en devient responsable même en cas de force majeure, bien qu'il n'ait pas pris le vin. Mais s'il soulève une bourse pour prendre un dinar, ou s'il soulève quelque chose de semblable à une bourse, parmi les choses qui ne sont pas un seul corps, il y a doute s'il devient responsable de toute la bourse ou s'il ne devient pas responsable que d'un seul dinar. Si un dépositaire prend une partie des fruits qui sont en dépôt chez lui, et il ne porte que la responsabilité des fruits qu'il a pris. Le reste du dépôt laissé à sa place est considéré comme en la possession de son propriétaire. Et si le reste périt à cause de ce qu'il a pris, il doit répondre de la perte de tout le dépôt. Comment cela? Aurait-il penché le tonneau de vin alors qu'il se trouvait à sa place et pris de celui-ci un quart de log de vin en plus? Si le tonneau se brise après qu'il a pris le vin alors qu'il est à sa place, il n'est tenu de payer que la quantité de vin qu'il a pris car il n'a pas soulevé le tonneau. Et si le vin devient du vinaigre après qu'il en a pris, il doit payer la valeur de tout le tonneau de vin au moment du vol, c'est-à-dire au moment où il a porté la main dessus. Parce qu'on suppose qu'en effectuant le prélèvement, il s'est produit un appel d'air qui a abîmé le vin. Il en va de même pour tout cas semblable. Celui qui nie au tribunal la détention d'un dépôt, si celui-ci se trouve en sa possession au moment où il nie le détenir, devient un voleur, gazelant, par rapport à ce dépôt, et en est responsable même en cas de force majeure.
Celui qui emprunte un objet à l'insu du propriétaire est un gazlan. Si un ustensile est dans la main du fils mineur ou de l'esclave du propriétaire et qu'un autre le prenne et en use, ce dernier est considéré comme ayant emprunté l'objet à l'insu du propriétaire et par conséquent, l'objet est considéré en sa possession. Ainsi, il en a la responsabilité même en cas de force majeure jusqu'à ce qu'il le restitue à son propriétaire. C'est pourquoi, s'il le rend au mineur qu'il avait dans sa main ou à l'esclave et qu'il soit perdu ou se brise, l'emprunteur est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable. Et enfin, celui qui arrache un bien en gage à son emprunteur, sans l'autorisation du tribunal, est un gazlan, bien que l'emprunteur lui soit redevable d'une somme d'argent. Il est inutile de dire que s'il entre dans la maison de l'autre et prend un gage, il est un gazlan. Ainsi qu'il est dit, Deutéronome 24, 11, tu te tiendras à l'extérieur. Tu veux rajouter quelque chose après? Non, ça veut dire qu'en fin de compte, on est en train de vous démontrer que rien justifie le vol. Ni que tu sois dans la merde, ni que tu aies des enfants, ni que tu sois de la même confession que la personne, ni que tu sois de sa famille. On est bien d'accord, hein, tout ça. Donc voilà, amen. Espérons que vous pourrez méditer et comprendre pourquoi on assiste sur les lois pour vous démontrer que ça sert à rien de pleurer dans nos girons en disant que vous morflez, ou que vous avez des problèmes, ou que vous avez ci, ou que vous avez ça, hein, vous avez perdu des gens, mais parce que, relisez, quoi, à un moment donné. Aucun n'a le droit de voler le bien d'autrui sans son autorisation. Vaut mieux demander à la personne un prêt, qu'elle t'aide, un don, mais t'as pas à la voler. Surtout, après tout ce qu'on a fait, non mais même après tout ce que les gens ont eu, vous avez aucun droit de venir voler les gens. C'est ça le pire. Amen.